Grand meeting hier dans la région de Niamey de la coalition CAP 2021 et alliés. C'était au siège de la direction régionale de campagne assise à la cité députée. Détail dans cette édition. Le monde scolaire nigérien a commémoré ce 9 février le 31e anniversaire des événements tragiques du 9 février 1990. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La coalition CAP 2021 et alliés ont organisé hier un meeting à Niamey au quartier Cité Députée. Un meeting qui a drainer de nombreux militants et qui a pour objectif d'inviter ces militants à sortir massivement le 21 février prochain pour voter le candidat du changement Mahamana Ousmane du RDR Tchangi. Le résumé avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Déterminés et engagés, les militants de la région de Niamey de la coalition CAP 2021 et alliés se sont mobilisés pour écouter le mot d'ordre de leur leader. Le message est clair, sortez massivement le 21 février prochain pour voter en faveur de leur candidat Mahamane Ousmane. Jirwayne kan labo go ise. Sentina inino hino. Sarhin kanta inakom. Sarhin zanta son inenge gba ngemborei temo songu ki dur kete hamni. Kahino tangay bon. Ça fait 10 ans qu'ils gèrent le pays. Le premier mandat, on leur a donné. Le second, ils l'ont arraché. Et maintenant, ils veulent confisquer le pouvoir. Les jeunes, si vous restez les bras croisés et qu'on vous impose un président, c'est à vos risques et périls. nga no warto koy huwere ko gor kat attayank sobay ke ayne il koy si bakar war bon se yadinga Niger wo akili sino koyne. C'est une foule à l'aise à l'entrée du candidat du RDR Tchangi qui, après avoir salué les militants pour cette mobilisation, a invité les délégués de veiller à la sécurisation des voix le jour du scrutin. Jama'a saboda wannan mun ka muku programme kyakkyawa wanda ya dace da matsalar da 'ya'yan Nijar suke fuskanta. To ku ba mu goyon baya cikakke wanda za mu yi kaye na tsaye wanda ba gardama. Yanzu aiki ya komo a gare mu ya komo a gare ku. Dukkan wanda za a ɗauka. Nous disposons d'un programme qui va sortir le pays du gouffre. Pour réaliser cette ambition, nous invitons la population à voter pour nous afin de terrasser nos adversaires. La mission de sécuriser nos voix issues des urnes revient à nos représentants qui doivent y veiller. Le destin du peuple se trouve alors dans leurs mains. Kuma a raka a tsare saboda gudun sata. Ces militants ont rassuré leur leader de faire la différence en participant activement au scrutin du 21 février prochain. 31e anniversaire des événements tragiques du 9 février 1990 ayant occasionné la mort de 3 étudiants. Ce matin, le monde scolaire était sorti pour commémorer cette date historique. Précision avec Hamza Sakou et Aboubakar Sule. 9 février 1990, 9 février 2021. Cela fait exactement 31 ans que les scolaires nigériens pleurent leurs martyrs, à savoir Abdou Maman Sagir, Aliona Hanchi et Isaac Kene. Des scolaires qui réclamaient l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études. Il faut reconnaître avec évidence et sans équivoque aucune que les martyrs du 9 février 1990 étaient la boussole qui a donné à notre pays un souffle d'espoir, une vitalité légendaire, un nouveau départ qui continue d'être profitable à toute la nation nigérienne. En effet,
Le passage de la dictature à la démocratie est un véritable succès du combat des valeurs dont les héros de l'USN étaient les vrais catalyseurs. Chers camarades, à ce jour, je suis animé par un double sentiment. D'une part de déception, par le fait que les vrais acteurs du 9 février qui à leur temps défendaient avec une énergie sans commune mesure l'ISN et exigeaient avec vigueur justice pour nos martyrs, se trouvent devant les responsabilités aux commandes de l'État sans bouger le petit doigt en vue d'aider l'USN à trouver justice. Bien autre, ces anciens cadres se sont totalement inscrits dans une perspective à l'image de ceux qui étaient des véritables ennemis de l'USN et de ses militants. Mon regret est beaucoup plus grand quand nous constatons que le régime actuel est bourré jusqu'à la moelle les os des anciens cadres de l'USN, et cela au niveau des grands postes de responsabilité susceptibles de bouleverser la tendance. Si j'ai fait ce rappel, chers camarades, ce n'est pas pour demander justice, loin s'en faut, c'est pour un rappel des faits, car qu'on le veuille ou pas, l'histoire est têtue. D'autre part, je suis animé par un sentiment de joie, car l'USN comme hier reste debout, forte, engagée, unie et déterminée. Elle reste sous la direction des mêmes principes directeurs et avec une force intarissable et indétrônable, jamais comparable, et cela malgré les coups bas de toutes sortes. La mobilisation de ce matin est une preuve éloquente de cet état de fait. Pour l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumoun de Niamey, Ionoun, l'espoir d'une justice est permis. Nous allons continuer à réclamer justice parce que nous n'allons pas cesser à réclamer cette justice. Nous n'allons pas également braver les bras parce que nous avons estimé qu'aujourd'hui, les hommes qui ont commis ces meurtres-là, même s'ils sont sous leur tombe, ils peuvent aujourd'hui être jugés à titre posthume. Et une forte conviction que nous avons qu'un jour, d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre ou d'une année à une autre, la justice sera rendue parce que nous avons foi qu'un jour, à la tête de ce pays, se trouvera des hommes qui seront épris de la justice, qui seront épris de la justice sociale, qui seront épris de la justice pour la justice et qui seront épris de rendre justice effectivement à tout celui-là qui mérite de l'avoir. L'Union des scolaires nigériens, USN, appelle l'ensemble des scolaires à plus d'union et de solidarité pour des éventuelles luttes. Sur un tout autre plan, rendons-nous dans le département de Goté, région de Tillabéri, une ville qui dispose d'un important marché de bétail. Ce marché hebdomadaire s'anime tous les lundis et draine de nombreux revendeurs et acheteurs. Le reportage est de Balkissa Tahirou et Aboubakar Souley. Situé à 80 km de Niamey, le département de Goté dispose d'une population estimée à plus de 300 millions d'habitants. Composé majoritairement des germains Sonrail et Pelle, ce département dispose d'un marché hebdomadaire de bétail très fréquenté. Vendeurs et revendeurs se frottent les mains, malgré quelques difficultés rencontrées. Le marché n'est pas florissant ces temps-ci. Malheureusement, à cela vient s'ajouter les tracasseries fiscales, car les agents de l'État nous demandent 200 francs voire 500 sur chaque bétail avant d'entrer dans le marché. Nous invitons par ailleurs la mairie à revoir la situation. Pour ma part, tout se passe bien. Le marché est florissant. Les bétails sont abordables. On peut en trouver même pour 30 000. Ces bétails nous proviennent des villages environnants. Dieu merci, on tire notre épingle du jeu. Mais nous souffrons des taxes imposées par l'État. Les prix des bétails sont appréciés différemment par les clients. Dieu merci, le prix des bétails sont abordables sur le marché. Mais c'est ainsi, le marché de bétail connaît un ralentissement.
Le bétail coûte vraiment cher. Parce que depuis ce matin, je suis à la recherche d'un bétail. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas pu en avoir. Car je trouve ces prix très élevés. Ce marché de bétail est l'un des plus grands de Goti. Un marché qui s'anime tous les lundis, entraînant de nombreux visiteurs. Malgré la persistance du Covid-19 dans le monde entier, les mesures barrières qui sont là pour réduire la propagation de cette maladie ne sont pas du tout respectées par la majorité des Nigériens. Qu'est-ce qui explique cela? On écoute les avis de quelques citoyens. Il n'y a pas une utilisation à grande échelle ou bien une utilisation permanente du port de bavette. Comme vous voyez la population nigérienne, il y a d'autres qui ont ça. Ils le portent, mais pas comme prévu par... c'est pas une utilisation normale. Il y a des gens qui le portent au niveau de leur bouche ou bien en bas de leur menton. Et on doit porter ça pour protéger et la bouche et les narines. Donc il y a une mauvaise utilisation. Il y a aussi des gens qui ne le portent pas totalement. C'est le cas de moi là, qui est devant vous. Je le porte actuellement. Et parce qu'il y a plusieurs raisons. Il y a l'oubli, il y a aussi manque de campagne de sensibilisation. L'État qui a en charge la santé de toute la population nigérienne doit mener une campagne de sensibilisation à grande échelle. Montrer quelle est l'utilité du port de la bavette et quelle est, c'est-à-dire la maladie en tant que telle, sa portée. Parce que c'est une maladie, c'est une pandémie à l'échelon international. Donc l'État doit sensibiliser la population nigérienne, surtout que plus de 90% de la population nigérienne ne sait pas ni lire ni écrire. Donc l'État a en charge d'utiliser les médias pour sensibiliser la population que c'est une maladie réelle et que c'est une maladie qui frappe, qui ne fait pas de choix entre pauvres et riches ou bien entre jeunes et vieux. Donc il y a la sensibilisation et de deux, les jeunes n'ont pas les moyens de se procurer de ce poids. L'État doit faire de ça vraiment une prestation sociale. Mettre ça à la disposition des couches invulnérables. Par exemple, au niveau des écoles, au niveau des dispensaires, dans les marchés, l'État doit payer ces bavettes-là, mettre ça à la disposition des gens. Une fois que vous rentrez dans un marché et que vous n'avez pas les moyens de payer ça, on doit vous proposer ça gratuitement. Au niveau des écoles, au niveau des marchés, mais au niveau des services sociaux, l'État doit payer ça pour que les gens qui viennent là-bas, qui n'ont pas ça de leur poche, ou bien qui n'ont pas les moyens de payer ça, l'État doit les procurer ça. Le port de bavette, comme vous le savez, c'est une recommandation du gouvernement nigérien. Le Covid-19 est un fléau international. Ça n'épargne aucun pays, ça n'épargne aucune communauté. C'est vrai, c'est une maladie qui existe. Et il faut que les Nigériens prennent conscience de cela. Et il faut bien aussi que les gens prennent au sérieux les différentes dispositions édictées par le gouvernement nigérien. Il ne faut pas se dire que non, c'est une invention de l'esprit et que non, ou bien c'est une façon de faire ceci, une façon de faire cela. C'est la santé de tout le monde. Lorsque vous portez les bavettes, c'est une façon de vous protéger, mais plus encore, c'est une façon de protéger les autres. Donc moi, je crois que c'est une très bonne chose. Il faut se conformer à ce qui est édicté au plan international. Et donc, je crois que c'est une très bonne chose. Non, l'appel que je vais lancer, c'est qu'il ne faut pas penser que c'est une invention de l'esprit. Il ne faut pas penser que ce n'est pas vrai. On voit, même si on n'a pas voyagé, parce que vous savez que ça a un impact aussi sur les trafics, en tout cas les voyages entre les pays. Donc si ce n'est pas du sérieux, vous savez que les différents gouvernements qui tirent profit des trafics aériens ne vont pas rétrécir l'accès à leur pays. Moi, à mon avis, c'est comme les gens ne le croient pas. C'est ça mon avis. Mais certes, c'est sûr, c'est que mondialement, il faut croire. Maintenant, ça dépend de l'État à forcer les gens à utiliser ça. Sinon, si l'État laisse les gens, il faut ce qu'il veut. Après, ceux qui vont pas le pot casser. Les experts de l'Organisation mondiale de la santé à la recherche de l'origine du virus du Covid-19. Pour l'heure, ces experts écartent l'hypothèse d'une fuite d'un laboratoire. La piste animale reste la plus probable.
Ceux qui s'attendaient à comprendre enfin pourquoi le monde est paralysé depuis un an par une pandémie ont forcément été déçus. Après 2 semaines sur le terrain, les experts de l'OMS et leurs confrères chinois se sont contentés d'émettre de vagues hypothèses. Le SARS-CoV-2 peut avoir pour origine une transmission zoonotique, mais les réservoirs hôtes restent à identifier. Autrement dit, l'origine animale du virus de la Covid-19 est probable, mais quelle espèce? Une chauve-souris? Un pangolin? Mort ou vivant? L'animal n'a pas encore été identifié. Lors de leur enquête, les experts ont visité le marché animalier de Huanan où avaient été signalés les premiers cas de Covid. Mais cela ne leur a pas permis de déterminer si oui ou non ce marché était le point de départ de l'épidémie. Sur la thèse d'une fuite de laboratoire, la mission de l'OMS a pu se rendre à l'Institut de virologie de Wuhan et elle est un peu plus catégorique. L'hypothèse d'un incident de laboratoire est hautement improbable pour expliquer l'introduction du virus dans la population humaine. En revanche, sur la propagation du virus, les scientifiques affirment ne pas avoir assez de preuves pour dire s'il était présent à Wuhan longtemps avant qu'on le découvre. Après avoir rencontré des difficultés à mettre en place cette enquête, notamment à cause des réticences de Pékin, l'OMS a eu accès à tous les endroits qu'elle souhaitait. Mais comme le disait il y a quelques jours ce virologue membre de l'équipe, cette première mission était trop courte pour déboucher sur des réponses définitives. Il faut s'armer de patience, c'est tout un processus. Nous avons besoin de temps et de travail pour comprendre ce qui s'est passé. Au final, donc rien de nouveau, rien en tout cas qui ne laisse penser que les origines de la pandémie soient percées un jour. Pendant ce temps, l'OMS a suivi de très près la situation autour du nouveau vaccin anti-coronavirus. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il est très tôt pour rejeter ce vaccin. L'Afrique du Sud, de son côté, n'est pas du même avis. Suivez. Un revers, un coup porté à l'espoir. Depuis 2 jours, la suspension de la campagne de vaccination fait la une de la presse sud-africaine. Pour moi, c'est une déception. La seule chose que nous attendions avec impatience et qui pouvait nous libérer, c'était le vaccin. Un vaccin mis au point par l'université d'Oxford et le laboratoire AstraZeneca, commandé et livré le 1er février en présence du président. 1 million de doses qui étaient destinées au personnel soignant dans les prochains jours. Problème, une étude sud-africaine auprès de 2000 volontaires âgés en moyenne de 31 ans affirme que le vaccin britannique est efficace à seulement 22% contre les formes modérées du variant sud-africain. Des conclusions nuancées par l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons les données d'une petite étude. Nous devons en collecter plus. D'après toutes les études, le vaccin AstraZeneca et tous les autres vaccins qui ont été approuvés jusqu'à présent réduisent la mortalité, les hospitalisations et les maladies graves. Et c'est notre objectif. Afin de ne pas laisser se périmer les doses qui expirent au mois d'avril, le comité scientifique auprès du ministère de la Santé plaide pour une administration du vaccin échelonnée et sur une population restreinte de 100 000 personnes, pour vérifier s'il protège contre une forme sévère de la maladie. Dès que nous déploierons le vaccin et que nous recueillerons son impact sur les hospitalisations, alors nous pourrons évaluer s'il faut poursuivre ou s'il faut arrêter l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Le gouvernement sud-africain mise aussi désormais sur les concurrents d'AstraZeneca. D'autres vaccins des laboratoires Johnson & Johnson et Pfizer seront livrés dans les prochaines semaines. Avec près d'1,5 million de cas et plus de 46 000 décès, l'Afrique du Sud reste le pays du continent le plus touché par l'épidémie. Le variant représenterait près de 90% des infections. En Birmanie, la junte militaire a mis sa menace en exécution. Elle réprime désormais les manifestants qui dénoncent depuis 4 jours le coup d'État le 1er février dernier. Les Nations Unies viennent de condamner l'usage de la force. Malgré les canons à eau, les gaz lacrymogènes et même les balles en caoutchouc, ces Birmans continuent de défier la junte. La loi martiale a été instaurée, les menaces de représailles édictées. Le couvre-feu, le blocage des routes et des ponts, l'interdiction des rassemblements de plus de 5 personnes n'y change rien. Partout dans le pays, les Birmans multiplient les défilés dans les rues, bien décidés à ne pas laisser se refermer la parenthèse démocratique ouverte il y a 10 ans. On ne pense qu'au coup d'État, quand on mange, quand on travaille et même quand on se repose.
Face au mouvement de désobéissance civile, le commandant en chef de l'armée birmane Min Aung Hlaing a pris la parole pour la première fois depuis le putsch du 1er février. L'homme le plus puissant du pays a justifié l'action des militaires par des fraudes supposées lors des dernières élections, promis un nouveau scrutin dans un an, mais surtout, il a voulu calmer la colère de la population. Je veux demander à tous les citoyens de participer avec nous en donnant la priorité aux faits et aux vérités plutôt qu'aux sentiments. Mais visiblement, ces mots n'ont pas suffi. Le visage du chef est barré sur les banderoles. Critiquée à l'étranger, la dirigeante Aung San Suu Kyi, elle, reste très populaire parmi les Birmans. Il réclame la libération de l'opposante historique à la dictature militaire, détenue au secret depuis le coup d'État. Et devant le siège de son parti, les militants relaient son appel à résister. Je ne veux pas que les gens soient blessés, mais au vu de la situation actuelle, on n'y arrivera pas sans que le peuple se batte jusqu'à la fin. C'est le 4e jour de mobilisation massive, la tension monte, le risque de répression est réel. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.